Bonjour à tous. On va faire donc le cours sur les luxations, l'instabilité d'épaule. On parlera quand même un peu d'instabilité postérieure à la fin du topo. Alors comme d'habitude, on va faire un topo un petit peu décision diagnostique et décision thérapeutique. Vous avez beaucoup d'informations sur l'instabilité dans les différents congrès. Il y a des journées entières dédiées à ça, donc évidemment, on ne peut pas tout voir. Vous aurez un complément par le docteur Gravier sur les techniques, le détail technique de toutes les procédures chirurgicales. Donc, on va surtout s'intéresser plutôt au diagnostic et aux indications. Évidemment, on évoquera les noms des techniques, mais on ne rentrera pas dans le détail vraiment de la procédure chirurgicale. Alors, il faut qu'on parte du début, hein, et comme c'est un cours pour le niveau intermédiaire, il faut quand même qu'on parte des urgences. Donc, ça part des urgences, soit par un premier épisode, soit par une récidive. Alors, quand on est aux urgences, on fait toujours une radio avant. Les situations dans lesquelles on n'est pas obligé de faire de radio, alors c'est pas inscrit dans le code pénal, hein, mais c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. C'est soit vous avez un joueur qui est au bord du terrain et qui vous dit c'est la 8e fois que je me luxe, c'est comme d'habitude. Vous pouvez le remettre à chaud si vous maîtrisez la technique. Ou alors en situation isolée, à plus de 2 ou 3 heures de n'importe quel centre médical, si vous arrivez à faire le diagnostic, il y a peut-être un bénéfice pour le patient de le réduire avant. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux avoir quand même une radio à voir pour avoir des informations sur les lésions osseuses associées éventuelles. Comment on fait? Alors, c'est des choses qui sont difficiles à enseigner derrière un écran d'ordinateur. C'est des choses que vous apprenez aux urgences. N'oubliez jamais ce qui se passe avec cette petite vidéo sur la luxation. Hein, en fait, plutôt que vraiment d'apprendre des techniques, c'est de vraiment se rappeler dans quelle situation est la tête. Elle est en antéro-inférieur. Et certains mouvements ne pourront pas la réduire et certains mouvements seront favorables pour la réduire. C'est vrai d'ailleurs pour tous les déplacements de fractures et ainsi de suite. Il faut connaître le déplacement pour un tout petit peu l'accentuer et opposer le déplacement. Donc il y a différentes techniques décrites, vous choisissez celle qui vous paraît le mieux. Moi j'aime bien celle dans la ligne d'en dessous, c'est-à-dire amener le bras plutôt en adduction, après avoir un peu exagéré, désengrainé l'encoche, pour essayer de ramener la tête, de ramener le coude en adduction, ça extériorise un peu la tête et espérer qu'après, en mettant un peu de rotation externe, elle finisse par tomber dans la glaine. Mais il faut faire ce qu'on maîtrise et ce qu'on connaît. Une fois qu'on a réduit notre épaule, est-ce qu'on peut proposer une immobilisation qui a du sens? Alors, l'immobilisation en rotation externe a été particulièrement étudiée. Alors oui, potentiellement, il peut y avoir un avantage, mais c'est tellement difficile de maintenir ça pendant le temps de cicatrisation ligamentaire exact, qui est en réalité au-delà de 6 semaines, que finalement, dans la plupart des études qui ont contrôlé ces premiers résultats qui semblaient encourageants, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, si on a quelqu'un de particulièrement compréhensif et qui peut maintenir cette rotation externe pendant au minimum 6 semaines, pourquoi pas, mais dans la réalité, c'est extrêmement difficile à obtenir. Et ce d'autant plus qu'une immobilisation stricte de 6 semaines, ça occasionne une fonte musculaire majeure. Donc, à la sortie, on est plutôt sur cette tendance, c'est-à-dire une écharpe contre écharpe pendant 4 à 5 jours, une petite semaine maximum à visée antalgique. C'est surtout à visée antalgique, c'est-à-dire que le coude n'a rien demandé à personne, donc on peut la retirer pour faire un peu sa toilette en expliquant aux gens qu'il faut éviter l'abduction-rotation externe et la rétropulsion. Un arrêt de travail, si on n'immobilise pas trop longtemps, les gestes de vie quotidienne peuvent être repris rapidement, hein, et ce d'autant plus qu'on est chez des gens jeunes, ils récupèrent très rapidement quand il n'y a pas de lésion tendineuse associée. Et l'arrêt de travail doit être un mois si manuel. Une fois qu'on a réduit notre épaule et qu'on a organisé un petit peu les prescriptions, on va dire, de l'urgence, il y a 2 questions à se poser. Est-ce que c'est un premier épisode de luxation et quel âge a notre patient? Alors, encore une fois, on n'est pas sur des cartes d'identité, mais l'âge a une importance sur comment on va orienter notre bilan et notre vitesse de suivi et de première consultation.
Pourquoi? En gros, alors c'est encore une fois, voilà, ce sont des indications, hein, on fait de la médecine, donc ça veut dire qu'on s'adapte aux patients qu'on a en face de soi, mais globalement, ça donne une idée. Moins de 40 ans, premier épisode, c'est ce qu'on disait, mobilisation courte. Si c'est un premier épisode, il faut une consultation quand même, mais elle n'a rien d'urgent pour des explications sur ce qui s'est passé et organiser la rééducation. Peut se poser quand même la question du sportif de haut niveau ou de très haut niveau, pour lequel on peut éventuellement discuter d'une réparation capsulo-ligamentaire en première intention. C'est toujours une discussion et une proposition, mais il peut y avoir un intérêt à faire ça. J'ai pris l'exemple de Teddy Riner parce que c'est un exemple connu, mais il y a d'autres exemples. En tout cas, ça peut s'exposer sur un sportif de haut ou de très haut niveau. En cas d'épisodes multiples, c'est-à-dire d'un récidiviste d'instabilité, il faut organiser la rééducation si elle n'a pas été faite depuis le premier ou le deuxième épisode et une consultation spécialisée sans urgence avec un bilan scanner. Si on a plus de 40 ans, si c'est un premier épisode, il faut quand même que les gens soient vus aux environs de 3 semaines pour quand même évaluer les éléments tendineux. Qui seront plus ou moins explorés de manière en imagerie, mais il faut voir ces gens en consultation. Et si c'est un récidiviste qui a plus de 40 ans, quel que soit l'âge un petit peu pour lequel a commencé son instabilité, il faudra le voir en consultation, et cette fois-ci plutôt avec un arthroscanner qu'avec un scanner pour explorer également les structures tendineuses, mais on va dire qu'il y a un peu moins d'urgence parce que si des dégâts ont été faits, ils ont déjà été faits depuis longtemps, il n'y a pas forcément d'urgence à les réparer. Le lavage arthroscopique, pas vraiment de place, donc anesthésie probablement pour rien, geste chirurgical pour rien, voilà, c'est pas fait en pratique, en tout cas, nous on le fait pas, et il n'y a pas de bénéfice qui est ressorti. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, un premier épisode chez un sujet très sportif, jeune, peut se poser la question d'un traitement chirurgical en première intention. Mais il faut bien exposer les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que il y a plusieurs études quand même bien faites qui semblent montrer un taux de récidive inférieur, mais le taux de récidive n'est pas à 0, et une révision de chirurgie reste une révision de chirurgie. Et ensuite, il y a comme toujours un temps de récupération qui est quand même assez long, comme souvent dans les chirurgies de l'épaule. Donc, il faut prévenir les gens des aspects positifs et négatifs de cette prise en charge. À l'opposé, donc ça c'était pour les sujets hyper jeunes, hyper sportifs, à l'opposé, il y a les gens après 35-40 ans qui ont eu un premier épisode de luxation. Il faut les voir en consultation à 3 semaines pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion de la coiffe associée. Et au moindre doute, faire réaliser une imagerie. Alors l'arthroscanner, c'est pas mal parce que ça gonfle l'articulation et ça permet de voir des entités lésionnelles comme celles que vous voyez là sur l'écran, c'est-à-dire un déshabillage complet de la tête, mais où la coiffe n'est absolument pas rétractée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus attachée sur le footprint ni sur la tête. Il y a cette espèce de décoaptation gléno-humérale et puis ce liseré de produits de contraste au niveau du footprint. Ça, on est sur une coiffe inefficace qui aura du mal à cicatriser en l'état. Et ça, c'est des gens qui, en général, à 3 semaines, à l'examen clinique, ont quasiment aucune rotation externe coude au corps et une épaule pseudo-paralytique. Eux, ils méritent d'être explorés. Après, si à l'exploration, vous ne retrouvez pas de lésion, on peut se rassurer éventuellement sur une sidération ou des choses comme ça, ou une raideur post-traumatique, mais c'est à vérifier, donc il faut les voir en consultation. Donc, j'ai réduit mon patient, j'ai organisé mes prescriptions initiales. Qu'est-ce que je prescris sur la rééducation? La rééducation, elle se fait en 4 ou 5 temps. Le premier temps, toujours, on renforce d'abord la scapulothoracique, c'est-à-dire qu'on repositionne bien la scapula sur le grille costal, et c'est le premier temps, parce que si on ne recentre pas la scapula, c'est difficile de bien travailler la gléno-humérale. Ensuite, on renforce le haut banc antéro-postérieur de notre gléno-humérale pour bien cintrer notre épaule. Ensuite, on retravaille la proprioception. On s'éduque pour savoir ce qui est luxant, à quel moment je dois bien verrouiller. Et enfin, on réathlétise pour les sportifs. Donc la récidive, bon, ça vous le savez, on en reparlera après. Plus on est jeune, plus ça récidive. Alors,
n'y a jamais de 0 ou de 100, mais c'est vrai que quelqu'un qui se luxe avant 20 ans, il a quand même un taux de récidive qui est très important. Probablement plus de 1 sur, largement plus de 1 risque sur 2. Donc, c'est des choses pour lesquelles il faut qu'il soit prévenu. Ensuite, lorsqu'on voit notre patient en consultation, il faut qu'on l'évalue. Donc, on a vu que les très jeunes, très sportifs, on peut parler de chirurgie en première intention. On a vu que les plus de 35-40 ans, il faut quand même évaluer la coiffe. Dans tous les cas, il faut évaluer le statut ligamentaire, à la fois génétique et, si on peut, mais c'est toujours difficile, post-traumatique. Mais au minimum génétique, c'est-à-dire dépister un terrain d'hyperlaxité ou d'incompétence ligamentaire. L'incompétence ligamentaire est plutôt liée en fait aux lésions qui ont été faites, et donc on va avoir une différence de mobilité ou de compétence ligamentaire d'un côté à l'autre. L'hyperlaxité, c'est un statut génétique qui fait que le collagène n'est pas aussi compétent au niveau des ligaments que ce qu'il devait être, avec en particulier des troubles du collagène majeurs, style l'air dans l'os ou Marfan, qui sont pour nous des obstacles majeurs à la prise en charge chirurgicale avec un taux d'échec très important. Donc, bon, vous connaissez ces critères, rotation externe première position supérieure à 85 degrés, et puis les autres critères de laxité. Ne pas oublier de demander les sports pratiqués et le niveau de pratique sportive. Donc, quel bilan d'imagerie? Donc, on en a parlé tout à l'heure dans notre petit cadre, on peut demander. Alors, scanner bien mieux que l'IRM. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Vous voyez sur ces études, le scanner explore l'os, et ce qui nous intéresse, c'est surtout les lésions osseuses, parce que finalement, les lésions capsulo-labrales sont quasiment présentes dans 100% des cas. Il y a quand même 2 éléments qui sont intéressants à retrouver sur une imagerie d'arthroscanner. C'est 1, les Hagel lésions, c'est-à-dire la désinsertion capsulaire sur le versant huméral du ligament gléno-huméral, qui est quand même une contre-indication à une réparation de pancarte, quand bien même on aurait un score ISIS, on en reparlera après, favorable à un bancarte isolé, et l'exploration de la coiffe chez les plus de 35-40 ans. Donc, chez les gens hyperlaxes, qui sont plutôt les gens chez qui on va retrouver ces Hagel lésions, ces insertions, on peut proposer un arthroscanner, mais sinon, le scanner est particulièrement fin pour explorer l'os, et je dirais même qu'il est mieux qu'un arthroscanner, parce que déjà, le produit contraste, il nous perturbe un peu dans l'analyse de l'os. Donc, les lésions osseuses, elles sont principalement de 2 types. Les premières sont les lésions au niveau de l'humérus, l'encoche de Malgaigne, l'encoche de Hill-Sachs, pour lequel on peut évaluer son orientation, la position et la taille. Alors, pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'évaluer en fait l'implication de cette encoche dans la récidive. Donc, vous voyez, là, je vous ai fait un petit schéma pour un peu traduire ce qui est dit, parce que vous pouvez retrouver ça dans tous les articles et tous les bouquins. L'idée, c'est d'essayer de vous traduire un petit peu les choses. Si on a une encoche qui est, lorsque l'épaule est réduite, en rotation neutre, qui a une trajectoire qui part plutôt du postéro-supérieur jusqu'à l'inféromédial, du postéro-supéro-latéral jusqu'à l'inféromédial, c'est-à-dire qu'elle est assez oblique, pas trop verticale. Elle va se retrouver, lorsqu'on est en abduction-rotation externe, extrêmement verticale. Et donc, elle va se retrouver parallèle au bord de glène, et donc elle va être beaucoup plus engageante lorsqu'en position réduite et rotation neutre est dans cette situation que lorsqu'on a une encoche très verticale. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire l'orientation de l'encoche définit son caractère un peu plus engageant ou pas, donc l'orientation. Ensuite, il y a la profondeur et la largeur. Alors là, encore une fois, c'est des notions, mais on ne va pas y aller par 4 chemins. Plus elle est profonde, plus elle est large, plus elle est engageante. On va y revenir après, en particulier sur la largeur. Donc, stricto sensus, il y a différentes notions qui sont avancées. Notion de 25% du volume ou de 45%. 45%, c'est énorme. Déjà, dès 25%, on commence à avoir quelque chose d'important. Notion de 1/5 du diamètre. Donc, tout ça, ce sont des choses qui ressortent un petit peu des différents articles. Globalement, plus l'encoche est grosse, plus elle est orientée de ce qu'on a vu, c'est-à-dire de la portion supérolatérale vers la portion inféromédiale, plus elle est engageante.
La notion en fait complémentaire, c'est le glénoïde tract. On va y revenir après quand on aura décrit un petit peu les lésions au niveau de la glène. Le glénoïde tract, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est lorsqu'on positionne le bras en abduction, rotation externe, c'est la course de l'empreinte glénoïdienne sur cette portion du mérus. Et donc, vous voyez que si on devait superposer voilà, la glénoïde, mais en fait, la glénoïde, elle est quasiment fixe. Bon, la scapula bouge un peu, c'est l'humérus qui bouge, mais si c'est la glénoïde qui devait être décrite dans son mouvement, c'est ce trajet qu'elle ferait. Et là, on voit parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une encoche très verticale, elle est concernée vraiment à la fin, alors qu'une encoche qui partirait du postéro-supérieur, du supérolatéral à l'inféromédial, est concernée très rapidement. Donc, le glénoïde tract, c'est cette empreinte de la glène, en fait, qui n'est pas toute la glène. On voit ça en fait, dans les études anatomiques, c'est 83% de l'épaisseur de la longueur antéro-postérieure de la glène qui décrit cette empreinte. Donc ça, c'est le glénoïde tract. La glène, alors il y a plusieurs index décrits, on ne va pas tous les passer parce que ça prendrait longtemps. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'en pratique, il est assez facile à faire. Peut-être qu'il manque un peu de précision parce qu'évidemment, on utilise des outils numériques, mais enfin, ça reste quand même quelque chose d'assez facile à faire et de relativement précis puisque maintenant, on a quand même des outils numériques qui sont de bonne qualité. Il faut avoir cette vue de la glène qu'on appelle glène en face, c'est-à-dire qu'on arrive de latéral vers le médial et on supprime la tête de l'humérus et on arrive vraiment à la coupe qui engage la glène. La portion normalement inférieure de la glène, elle s'inscrit dans un cercle quasi parfait. Et donc, ça permet de rapidement évaluer, si on dessine ce cercle, une notion de perte osseuse antéro-inférieure et ça permet d'établir un rapport. Vous connaissez tous la notion de 20%. Alors, en pratique, c'est peut-être, mais voilà, la notion de 20% est, on va dire, énoncée pour la bascule dans une indication de greffe osseuse pour nos indications thérapeutiques après. Donc, c'est l'index de Sugaya, ça. Donc, lorsqu'on a fait tout ça, qu'on a évalué notre encoche, notre glène, qu'on a en tête la notion de glénoïde tract, on peut estimer si l'association de ces lésions va entraîner une instabilité importante, rapide, et ceci aura des implications sur notre thérapeutique. Et donc, lorsqu'on associe les deux lésions glène et lésion humérale, on tombe sur ces notions de on-track, off-track, c'est-à-dire est-ce que au maximum des amplitudes, on garde un appui osseux ou est-ce qu'à un moment, les lésions, l'une ou l'autre ou les deux combinées, vont aboutir à une perte d'appui et donc automatiquement, la perte d'appui va entraîner une luxation. On-track, off-track. On-track, on reste en appui. Off-track, à un moment, on n'est plus en appui. Donc la traduction, l'UMI, ça veut dire que le bord de la glène, quel que soit le mouvement qu'on va initier, normalement, ça n'implique pas les notions ligamentaires et les notions extrêmes, ça, de subluxation au moment des trucs. C'est une pure analyse osseuse, mais ça estime un risque. Tant qu'on reste a priori en appui, on est sur un risque d'engagement maîtrisé. Donc une lésion qui reste on-track. Et ça permet de définir en fait des indications pour affiner un peu notre diagnostic. Donc, on a réduit notre patient aux urgences, on lui a prescrit le kiné, on l'a immobilisé, on a fait de l'imagerie, et donc on a un diagnostic, c'est-à-dire qu'on a une instabilité gléno-humérale inférieure unidirectionnelle chez un patient qui a ses caractéristiques sportives de niveau, d'âge, de laxité et tendineuse, et on a fait notre bilan lésionnel. Donc, la première question qui vient, à laquelle on doit répondre dans notre mécanisme d'indication, c'est est-ce qu'un Bankart, est-ce qu'une retention capsulo-labrale sera suffisant? Est-ce que c'est le bon traitement pour ce patient? Et si vous connaissez tous, on ne va pas rester longtemps là-dessus, le score ISIS qui permet, même s'il a été revu et il y a eu un certain nombre d'articles qui l'ont peut-être amélioré ou en tout cas énoncé l'idée que l'hyperlaxité devait être peut-être cotée différemment. Enfin bref, peu importe, mais en tout cas, en pratique, il est relativement simple à utiliser.
Il n'utilise pas le scanner, même si vous avez vu qu'on a quand même beaucoup parlé de scanner pour évaluer la glène, mais il donne une bonne indication. Donc, vous connaissez tout ça, hein, l'âge, la compétition, l'hyperlaxité. En gros, inférieur à 3, dès qu'on est à 3 ou plus de 3, stop pour le Bankart. Pourquoi? Parce que le taux de récidive sera au-delà de 10%, et donc on ne peut pas proposer une intervention chirurgicale qui a ce taux de risque d'échec. Donc, à cette question, Bankart suffit? Si c'est oui, stop. Si c'est non, est-ce que la gestion des parties molles sera suffisante ou est-ce qu'il faut apporter de l'os ou les deux? Et donc là, on tombe un peu. Alors, il y a différentes sauces. Donc, il y a ce menu à la carte, hein, que M. Boileau avait mis en place avec donc ces indications, c'est-à-dire que si on a une glène intacte avec un ISIS supérieur à 3 pour lequel on ne peut pas faire de Bankart isolé, il faudra faire un geste complémentaire qui est souvent un ILSAX remplissage. Si on a une perte de substance au niveau de la glène, on est souvent obligé de passer par un Latarjet. Et en cas d'hyperlaxité sans lésion osseuse, peut se discuter d'autres choses, le TRIA ou le capsular shift. Donc, c'est un peu l'indication à la carte en fonction des lésions osseuses, surtout. Il y a d'autres arbres décisionnels qui sont plutôt choisis en fonction de cette notion on-track, off-track, avec, vous voyez, cet arbre décisionnel, alors qui peut surprendre, hein, puisque même pour une lésion off-track, si la perte de substance osseuse au niveau de la glène est de moins de 20%, on reste sur une gestion des parties molles. Bon, dans tous les cas, ce sont des arbres un peu à titre indicatif. En pratique, alors, c'est toujours difficile de dire qu'en pratique, on fait des choses différentes qui sont écrites dans la littérature. Mais ce qu'on vient de voir dans les arbres décisionnels reste quelque chose pour nous aider à la prise de décision, mais ce que l'on a fait au début, c'est-à-dire l'analyse de notre patient et l'analyse de l'imagerie, reste le plus important. En pratique, je vous dis moi ce que je fais, après tout peut être critiqué, c'est pas vrai dans toutes les villes, c'est pas vrai dans tous les pays, c'est pas vrai sur tous les continents. En pratique, à partir du moment où on parle de luxation vraie, c'est-à-dire que vous avez un patient face à vous qui s'est luxé au moins une fois, c'est-à-dire qu'il a nécessité un tiers pour réduire son épaule, je fais quasiment jamais de Bankart isolée, puisqu'il y a toujours au minimum des lésions au niveau de la tête humérale, où il s'agit d'un patient hyperlaxe, ou alors on est dans la situation de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un sportif de très haut niveau qu'on prend en charge après un premier épisode. Le Bankart isolé, il est souvent conservé pour les épaules douloureuses et instables. Alors une épaule douloureuse et instable, c'est une épaule qui fait mal en raison d'une instabilité, mais pour lequel il n'y a pas eu d'épisode d'instabilité. C'est un diagnostic qui est assez difficile à faire. C'est un diagnostic d'interrogatoire et d'examen. C'est-à-dire qu'on a des gens qui décrivent des douleurs, mais qui décrivent souvent de l'inconfort, avec une sensation d'épaule qui n'est pas vraiment en place. Ça fait du bien en général quand on soulève l'épaule. Alors souvent, ce sont des gens laxes, qui ont un sulcus lorsqu'on met en traction le bras, peuvent décrire assez facilement des paresthésies dans la main, puisque comme l'épaule décoapte un petit peu en permanence, elle n'est jamais bien en place, elle savonne un peu. Il y a une espèce de tension au niveau du plexus qui fait qu'ils ont parfois des fourmis dans la main. Donc c'est plus un diagnostic, le DI, d'entonnoir interrogatoire, examen clinique, argumentaire. Ou des gens qui ont eu que des subluxations pour lesquelles il n'y a aucune lésion osseuse, le Bankart isolé peut se discuter. Si les gens, à partir du moment où les gens sont luxés de manière certaine, au moins une fois, souvent il y a des gestes associés ou d'autres indications. Si la glène est parfaitement intacte sur le scanner, puisqu'on est chez des gens qui font peu de sport, le Bankart et le ILSAX remplissage sont probablement l'intervention de choix. Sinon, on va assez rapidement vers la butée. Surtout si on a des lésions au niveau de l'os ou qu'on a quelqu'un de très sportif. Si on a des lésions osseuses avec quelqu'un de sportif qui est hyperlaxe, on va essayer de compléter avec une retention capsulolabrale
ou en tout cas de bien travailler la tâche capsulaire pour éviter les troubles proprioceptifs d'un patient sur une butée qui serait hyperlaxe. Et si on a vraiment une encoche majeure, c'est-à-dire qu'on craint d'éventuelles lésions qui resteraient éventuellement off-track malgré la présence d'une butée, on peut organiser un remplissage associé. Donc, il ne faut jamais souvenir quand même que le taux de récidive du Bankart est largement supérieur au taux de récidive de la butée. On ne parle pas de complications, hein, on parle de récidive d'instabilité. Donc, quelques mots sur les techniques, mais on ne va pas rentrer dans la technique réelle. Donc, le Bankart, vous le savez, c'est une rotation antéro-inférieure capsulo-labrale. Il y a deux objectifs, c'est de réinsérer le labrum et réaliser une retention capsulaire, c'est-à-dire qu'on va retendre le ligament. Donc, il faut tirer dessus pour diminuer le volume de la chambre antéro-inférieure et également avoir un matelas de partie molle qui fait une espèce de petite butée partie molle, ce qu'on appelle le bump effect, qui en fait recrée un peu un labrum expérimental parce que souvent le labrum il est quand même assez abîmé, c'est jamais une réinsertion ad intégrum. Les points clés, je ne vais pas trop m'étendre puisque vous aurez un cours là-dessus. On ne va pas trop rester sur le Bankart ILSAS remplissage. Qu'est-ce que c'est? C'est une intervention de Bankart pour lequel on réalise en fait une capsuloténodèse du sous-épineux pour remplir l'encoche de Ilsax, ce qui permet d'exclure de l'articulation, si ça cicatrise bien, cette encoche et donc de se retrouver avec une tête pour laquelle l'encoche ne peut plus s'engager au niveau du rebord antéro-inférieur de Glenn. Donc, vous aurez des descriptions techniques là-dessus aussi. On ne va pas trop rentrer dans les points clés également. Alors, le capsular shift et le tria, ce sont des techniques un peu anciennes, mais qui peuvent être quand même utiles dans certains cas particuliers de patients hyperlaxes, pour lesquels il n'y a aucune lésion osseuse, pour lesquels on est un peu réticent à mettre une butée, mais pour lesquels un Bankart isolé ne serait pas forcément la solution. Donc, le capsular, c'est une plicature capsulaire du ligament gléno-huméral supérieur, moyen et inférieur. Et le tria, c'est une ostéoclasie, une ostéotomie de la coracoïde qui va simplement être abaissée. Attention de bien la médialiser lorsqu'on l'abaisse pour ne pas créer expérimentalement un conflit coraco-huméral. L'idée étant d'encombrer l'espace antéro-inférieur par un abaissement du sous-scapulaire et un plaquage du coracobiceps. Alors, ça peut être fait en open ou en arthro. Il y a une équipe dijonnaise qui aime beaucoup cette technique, qui l'ont adaptée avec une phase ouverte et arthro-assistée, qui rapporte des résultats tout à fait intéressants. Donc, la butée antérieure, pareil, vous aurez une description technique. Le principe est un triple verrouillage, le triple verrouillage de Patt-Walsh. C'est un verrouillage osseux, musculaire et capsulaire. Osseux par la coracoïde, musculaire par le split du sous-scapulaire et l'insertion du coracobiceps qui va faire un sling effect, un effet sangle, un effet ceinture à travers le sous-scapulaire qui va se mettre en tension lors du mouvement d'abduction-rotation externe, et le verrouillage capsulaire lorsqu'on réattache le lambeau de capsule articulaire au lambeau de ligament acromyocoracoïdien à la face latérale de la butée. Le cahier des charges, c'est un split du sous-scap et non pas une désinsertion. L'idéal dans la littérature, c'est une vis couchée plutôt qu'une vis debout, une vis tenue par deux vis plutôt qu'une vis. Les deux sont possibles, hein, la technique existe aussi. Sous-équatoriale et non débordante, c'est très important. Donc ça, vous aurez une description technique un peu plus aboutie dans le cours consolidation technique. Un mot sur la butée arthro. Bon, pour l'instant, ça reste des discussions qui sont techniques et qui ne sont pas vraiment des discussions d'indication. Donc, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Vous en aurez peut-être un mot sur le cours technique. Alors, un mot sur la luxation postérieure. Parce que ça passe souvent inaperçu aux urgences et c'est pas de bol parce que c'est souvent des choses qui sont assez difficiles à récupérer. Donc là, vous avez une radio et juste pour vous donner un exemple, ça c'est dans nos urgences à nous, 27 ans, patapraf, et voilà à J10 en fait un non diagnostic
où finalement on a réussi à le réduire au bloc, mais heureusement que c'est quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions en disant c'est bizarre, je suis quand même bloqué, j'arrive pas à bouger les postes parce que le compte rendu, voilà un autre exemple, où le compte rendu, et c'était ça, à glisser sur le côté à 40 km/h, hein, dessus tout le côté, blablabla, hématome, biceps, on ne sait pas trop, bref, on ne le voit pas vraiment, ça c'est un coup de téléphone, hein, écho à réaliser, machin, conclusion, rupture tendon bicipital, RAD, coup de corps. Voilà, donc on a une authentique luxation postérieure, hein, et ça, ce sont d'authentiques luxations postérieures. Donc, bien se souvenir qu'aux urgences, si on a un contexte de trauma direct sur l'épaule ou de convulsion, quelle que soit l'origine, que la radio, on ne sait pas trop, et surtout à l'examen clinique, on a une rotation externe passive absolument impossible, extrêmement douloureuse, on est aux urgences, on fait un scan sans injection, comme ça on est sûr, et on ne passe pas à côté. Bon, pour la réduction, on ne va pas trop s'étendre. C'est pareil que pour la luxation antérieure, on fait ce qu'on sait faire. La chirurgie de la luxation postérieure en cas de récidive, il y a, pareil que pour la luxation intérieure, une possibilité de gestion des parties molles, soit par du Bankart, soit par du Bankart avec un remplissage de l'encoche antérieure par plicature du sous-scapulaire, ou des butées postérieures. Dans le cas de luxation invétérée, on peut faire également des transferts de la petite tubérosité pour combler l'encoche. Alors, toujours se souvenir que l'articulation de l'épaule, c'est l'articulation la plus instable du corps et qu'on a dans un certain nombre de cas, pas souvent heureusement, mais le sentiment qu'on ne va pas être bon. En particulier dans un contexte de grande hyperlaxité, avec des instabilités multidirectionnelles, dans un contexte parfois particulier de luxation qui était volontaires, mais qui sont devenues involontaires, qui n'étaient pas douloureuses et facilement reproductibles, qui le sont devenues. Il y a un tel trouble ligamentaire, proprioceptif, éventuellement osseux, que là, il faut être extrêmement prudent quant aux propositions thérapeutiques. Voilà pour ce cours sur l'instabilité. N'hésitez pas, qu'on mettra donc sur la classroom, n'hésitez pas à poser des questions et vous aurez le complément sur le détail technique des procédures dans la phase consolidation. Merci à tous.